Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Bonjour les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? On est à quelques jours seulement de la nouvelle année, juste après Noël, et je me suis dit que je voulais vous laisser une petite note audio. J'ai été pas mal absente pendant le mois de décembre. Il n'y a pas eu de podcasts qui ont été publiés et c'est clairement par manque de temps. J'étais en lancement de mon programme d'accompagnement 1 à 1. J'avais un webinaire à donner en début décembre et après ça a été promo. Et j'avoue que le podcast, en plus que j'avais un mandat qui commençait, le podcast a dû prendre une petite pause, faute que j'avais pas d'espace libre, autant mental que dans mon calendrier, pour publier ça régulièrement. Mais bon, j'ai travaillé mon planning pour 2020, puis j'ai des invités super géniales que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Mais ça, ce sera à découvrir dès l'année prochaine. Alors aujourd'hui, c'est ça, je voulais vous faire une petite note parce que on est en plein dans le tournant de l'année, on est en plein dans le tournant de la décennie même, et c'est un moment où on fait beaucoup de réflexion puis d'introspection et dans lequel on essaye de mettre les bases vraiment pour l'année qui s'en vient, surtout si on a des grands projets. Je pense que, on connaît tous le principe des résolutions de nouvelle année. Puis, je voulais, dans le fond, peut-être juste questionner ça avec vous pour voir comment vous approchez, dans le fond, la mise sur place d'objectifs, la mise sur place de plans pour votre année, puis vos intentions, dans le fond, quand vous changez d'année. Bon, c'est sûr que c'est pas obligé d'être à la nouvelle année, tu sais, ça peut être d'autres dates charnières comme votre anniversaire ou la moitié de l'année ou des choses comme ça, mais c'est sûr que, tu sais, c'est quand même assez standard que les gens prennent le 1er janvier comme un genre de reset button pour beaucoup de choses dans leur vie. Fait que je voulais commencer par parler un petit peu des résolutions de nouvelle année. J'avais écrit un article sur le blog qui s'intitulait « Pourquoi je refuse les résolutions de nouvelle année », puis je vais mettre le lien dans les show notes de cet épisode si ça vous intéresse d'aller le lire. Mais en gros, ce que j'ai contre un peu l'idée de faire des résolutions de nouvelle année, c'est que, tout d'abord, OK, le mois de janvier, c'est un moment extrêmement difficile d'un point de vue moral, je trouve, pour commencer ou prendre des nouvelles habitudes. Tu sais, on a passé 2 semaines dans un état un peu... tu sais, je veux dire, notre horaire était changé, on a mangé beaucoup, on a bu beaucoup, on a vu des gens qu'on n'était pas nécessairement contents de voir, il y a eu de l'excitation, il y a beaucoup de fatigue accumulée. Et en plus de ça, on est dans un moment de l'année où les jours ont raccourci, on a beaucoup moins de soleil. Bref, notre énergie n'est pas à son niveau maximal. Tu sais, on est comme dans une espèce de mode hibernation. Puis, c'est sûr qu'on se sent toujours un petit peu bof, surtout après avoir fait le long stretch entre les vacances et Noël, dans le fond, les vacances d'été et Noël, qui est souvent très stressant parce que les gens veulent finir des dossiers, ils veulent justement, avoir l'esprit tranquille pour les fêtes, ce qui fait qu'on se ramasse à la fin décembre relativement fatigué, parfois épuisé, puis c'est pas nécessairement une période de ressourcement comme on voudrait qu'elle soit. L'autre chose avec les résolutions, c'est que souvent, ça va être axé sur devenir ou changer la version de nous-mêmes qu'on connaît vers une version améliorée. Puis,
souvent, ce que ça va créer, ça, c'est que ça va créer non seulement un état d'insatisfaction par rapport au moment présent, par rapport à qui on est dans le présent en essayant de se projeter dans une image améliorée de nous-mêmes, mais ça génère aussi beaucoup de stress. Puis là, je pense notamment aux résolutions qui sont de perdre du poids ou d'intégrer, tu sais, je veux dire, même juste des résolutions de dire, OK, ben je veux méditer plus ou je veux faire ci, je veux faire ça. De façon un peu contre-intuitive, ces résolutions qui sont supposées nous faire nous sentir mieux vont rajouter un stress dans notre assiette. On n'est pas dans un moment optimal pour intégrer des nouvelles habitudes. On va peut-être échouer ou on va trouver ça difficile, puis on n'a pas nécessairement la motivation et la volonté de passer à travers les difficultés. Puis ça fait un cocktail de déception, dans le fond, où est-ce que des habitudes qui auraient pu être très bénéfiques pour nous, ben on les met dans un tiroir, puis on n'y pense plus, puis on se dit « j'ai essayé, puis ça n'a pas marché, puis, tu sais, je me réessayerai l'année prochaine », au lieu de persévérer à travers tout ça, puis d'être vraiment beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'on peut s'attendre de nous-mêmes. Donc, le fait aussi de vouloir devenir une version améliorée de nous-mêmes, ça montre que souvent la motivation derrière les résolutions, c'est pas une motivation intrinsèque, c'est une motivation qui va venir de l'extérieur, donc extrinsèque, et qui va souvent avoir lien avec, notre image corporelle, la façon dont on pense que les gens voudraient qu'on soit, des images du succès qui sont pas nécessairement en accordance avec comment on veut vivre notre vie. Bref, je trouve que ça vient chercher aussi beaucoup de conflits intérieurs entre qui on est et ce que la société ou ce que tout le monde veut qu'on devienne. Donc, je trouve que, le fait d'avoir des motivations extrinsèques, c'est souvent ce qui va faire qu'on n'est pas consistant ou qu'on va pas réussir à atteindre nos objectifs de ce côté-là. Une chose, par contre, que je trouve positive en fin d'année, puis c'est pas obligé d'être en lien avec des résolutions. Puis si vous êtes du genre à vous donner des résolutions puis vous les gardez, j'aimerais vraiment ça savoir c'est quoi votre truc. Premièrement, vous commenterez sur cet épisode parce que j'ai encore à parler à des gens pour qui c'est vraiment un concept qui marche bien année après année, tu sais. Parce que j'ai l'impression que ça marche bien année après année seulement si tu as des objectifs qui auraient pu être commencés à n'importe quel autre moment de l'année. Tu sais, par exemple, je veux peut-être manger moins de viande, OK? Ben, j'ai pas besoin d'attendre au Nouvel An pour manger moins de viande. Tu sais, ça peut être une habitude que je peux décider de commencer le 21 février ou le 17 mars. Et puis, ça me demandera pas plus d'efforts de le faire à ce moment-là. J'ai juste l'impression que quand on prend la balise de la nouvelle année pour créer un changement drastique dans la manière dont on vit, dans la manière dont on est, ça mène souvent vers un mur. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que un exercice que je trouve vraiment, vraiment pertinent puis vraiment utile en fin d'année, c'est naturellement de faire le bilan. Puis aussi de penser peut-être moins à ce qu'on veut accomplir, mais aux défis qu'on va peut-être avoir à rencontrer si on veut atteindre certains objectifs. Parce que, comme vous allez le comprendre à travers l'épisode, je suis pas contre les objectifs. Je trouve que c'est vraiment important de se fixer des objectifs dans le court, moyen et long terme, ne serait-ce que pour garder un certain momentum, une certaine direction. Mais ce que je trouve un peu problématique, c'est ces espèces de questionnements par rapport à savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me servir ou est-ce que je suis en train de m'auto-saboter à travers mes attentes. Faire des bilans de fin d'année, c'est pas juste se dire ce qu'on a accompli ou pas accompli, mais c'est aussi de se demander où est-ce que ça a bloqué et où est-ce que ça a été facile. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on fait peut-être pas assez parce que le but d'un bilan, quand on fait un bilan financier ou des choses comme ça, c'est de savoir où est-ce qu'on peut s'améliorer, où est-ce qu'on peut tweaker certaines choses ou continuer des choses qui ont le mérite de perdurer dans le fond. Et c'est pas obligé d'être comme un bilan officiel, là. Ça peut être quelque chose qu'on se fait à nous-mêmes. Moi, j'aimais prendre l'habitude de le faire sur mon blog. Cette année, je l'ai pas fait, mais je l'ai fait verbalement avec des gens qui sont proches de moi. Et faire des bilans, ça nous rappelle
tout ce qu'on accomplit dans le fond dans une année, puis aussi ça nous rappelle, je trouve, ça nous remet sur Terre pour réaliser qu'il y a tellement de choses dont on ne s'attendait pas. Il y a tellement eu de variables qu'on n'aurait pas pu deviner, qui font que la vie vaut la peine d'être vécue, mais aussi que il faut être quand même souple par rapport à ce qu'on s'attend de nous-mêmes, par rapport aux objectifs qu'on se donne en début d'année, puis pas se taper sur la tête si jamais on les a pas atteints de la façon dont on voulait, t'sais. Puis là, je prends encore le fameux exemple, tu sais, mettons que tu voulais perdre 20 livres dans l'année, puis t'as pas réussi, mais tu sais, je sais pas, moi, t'as vécu un épuisement professionnel, ou, tu sais, comme moi, t'es tombée enceinte, t'as eu un bébé, ou des choses comme ça. Tu sais, faut être bienveillant envers soi-même, faut être souple aussi par rapport à ce qu'on veut atteindre, puis pourquoi. Je ferai pas mon bilan aujourd'hui, ça aurait été un épisode intéressant parce que en début 2019, j'avais aucune idée... non, je savais que j'étais enceinte, mais genre, j'avais aucune idée de comment ça allait transformer ma vie, puis dans le fond, il y avait un grand inconnu devant moi. Et malgré tout ça, bon, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai accomplies. Puis pour celles qui ont une business ou qui veulent commencer une business, faire un bilan de votre business ou de ce que vous avez accompli dans votre business, juste que ce soit sur un Google Doc ou quelque chose comme ça, pour le garder pour les années à venir, c'est quand même utile d'avoir un record de ça pour voir l'évolution, dans le fond, pour voir où est-ce que vous en êtes, puis pour voir qu'il y a eu une progression que souvent on oublie quand on se sent éparpillé à travers nos offres, à travers les activités qu'on fait dans notre entreprise. Ce qui me mène à, après le bilan, vient la planification, qui est un autre exercice que beaucoup de gens font en début d'année, ou en fin d'année plutôt, pour l'année qui s'en vient. Et bon, si vous êtes abonné à mon infolette, vous avez reçu mon infolette sur ma planification annuelle que je suis en train de terminer en ce moment pour Aime ta marque, mais aussi pour Tatiana Saint-Louis, qui va être ma deuxième marque, dans le fond, là où je vais regrouper tous mes services de communication et marketing, le côté plus travailleur autonome, consultante, tandis que Aime ta marque va demeurer tout ce qui est en lien à l'entrepreneuriat, tout ce qui est création de contenu aussi, comme le podcast, puis des choses comme ça, et surtout tous mes programmes de coaching, tous mes cours en ligne ou des choses comme ça qui sont en lien avec lancer son entreprise à temps partiel, optimiser sa visibilité, etc. Bref, tout ça pour dire que j'étais en train de faire cette planification-là en vue de, après avoir fait le bilan de l'année, mais aussi après avoir établi les objectifs et les grands événements que je veux accomplir en 2020. Et bon, c'est ça, j'expliquais justement que, bon, moi, ce que je fais, c'est que je prends un grand calendrier, là, je le fais moi-même dans mon cahier pour les 12 mois de l'année, vraiment calendrier, comme on verrait, là, un flip calendar. Puis, j'écris là-dessus, je commence à la mine, je commence au crayon de plomb, les lancements, les produits que je vais lancer, les programmes d'affiliation dans lesquels je vais participer. Comme ça, j'ai une idée de le calendrier de promotion, dans le fond, de mon année, mais aussi de production. Donc, est-ce que je vais avoir du contenu à créer? Est-ce que je vais devoir mettre en pause certains éléments en promotion pour mettre l'accent sur d'autres? Et puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que je peux aussi intégrer les grands événements, comme par exemple, bon, ma sœur se marie en février. Là, je sais que pendant peut-être la semaine qui va précéder, je peux pas faire grand-chose qui va me demander énormément d'énergie ou de temps. Fait que je vais pas mettre un lancement qui va culminer 2 jours avant le mariage de ma sœur, par exemple. Fait que, tu sais, faire un calendrier comme ça, global, de son entreprise, puis un calendrier de sa vie, puis les mettre ensemble comme ça donne une vraiment bonne idée de ce qui semble être réaliste à première vue, de se donner comme charge de travail pour l'année. Ce qui est nécessaire aussi, parce que c'est bien beau de faire une planif annuelle, mais puis c'est là que, bon, moi je commence à utiliser le Full Focus Planner, qui est un calendrier trimestriel, c'est-à-dire basé sur une période de 90 jours, et vraiment focusé pendant ces 90 jours, donc ce trimestre-là, sur mettre, dans le fond, faire des plus petits objectifs que les objectifs annuels, parce que bon, on se dit genre, puis là je vais prendre un exemple
un petit peu... Encore, je vais prendre l'exemple de... Je veux, par exemple, courir 10 km à la fin de l'année. Ben là, ça serait le moment de faire, ben pour courir 10 km en décembre 2020, où est-ce que je commence en janvier 2019, tu sais? Fait que je me dirais, OK, ben à la fin de ces 3 mois, j'aimerais être capable de faire un 5 km en 30 minutes. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Donc, de vraiment commencer à morceler le grand objectif en plus petits objectifs qui vont être réalisables semaine après semaine, jour après jour. Donc, moi, j'utilise le Full Focus Planner. Ce que je trouve cool avec le Full Focus Planner, puis c'est Michael Hyatt, by the way, c'est un entrepreneur américain qui a son podcast sur le leadership, qui a vraiment genre une entreprise basée sur la gestion du temps, mais une gestion du temps intelligente où est-ce que tu travailles moins, dans le fond, pour obtenir le maximum d'impact. Puis, ce qui est cool dans son planner, c'est que à chaque semaine, t'as, mettons, tes actions prioritaires, puis ça, bon, on s'en reparlera à un autre moment donné, mais t'as tes actions prioritaires, puis après la semaine, t'as, bon, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que j'ai peut-être oublié d'intégrer, quel était mon niveau d'énergie, mettons, jour après jour, comment est-ce que je peux optimiser mes cycles de productivité. Puis comme ça, on réalise que c'est pas une question de juste gérer notre temps quand on parle de planification, mais aussi et surtout de gérer notre énergie. Et ça, c'est un concept que pas tout le monde applique nécessairement dans leur vie parce que, bon, eux autres, ils voient leur calendrier, ça a 24 heures dans une journée, 7 jours par semaine, 2 jours de fin de semaine. Puis là, c'est paqué, genre, du matin au soir avec, genre, tu sais, il y a pas d'espace pour respirer. Le problème avec ça, c'est que c'est pas vrai qu'on est productif de la même façon constamment à travers une semaine, à travers un mois. Puis vous le savez très bien si vous êtes une femme et que vous suivez, par exemple, vos cycles menstruels. Tu sais, vous savez qu'il y a des moments où est-ce que oubliez ça, vous êtes lavé, vous devez rester couché, peut-être vous avez des crampes, tu sais, genre, l'idée, genre, de produire des choses vraiment, vraiment créatives, par exemple, et c'est pas là. Tandis que il y a d'autres moments dans le mois que c'est comme, OK, on pète le feu, on a envie, genre, justement, genre, de tout faire, on est super excités, on a cette espèce de volonté, là, de juste créer. Puis de juste remarquer ces cycles-là d'énergie, de productivité, c'est un game changer quand vient le temps de planifier de façon optimale notre semaine, notre mois, nos trimestres, même notre année. L'autre chose qui est important à intégrer à sa planification annuelle, c'est des pauses, naturellement, et des milestones. Les milestones, c'est ces espèces de jalons où est-ce qu'on se dit, OK, quand je vais avoir atteint cette étape dans mon entreprise ou cette étape dans mon cheminement, exemple, moi j'avais un webinaire le 10 décembre, le webinaire aurait pu être un milestone pour moi, ou la fin d'un programme ou des choses comme ça, où est-ce que on réalise que c'est des moments de célébration. On décide que ces moments-là, on a atteint quelque chose d'important et on va souligner cet événement-là, on va le célébrer. Inclure des moments de célébration et des moments de pause, c'est ce qui va faire qu'on va garder la motivation au fur et à mesure, même quand les choses deviennent difficiles. Et ça nous permet aussi de pousser dans ces derniers kilomètres, des fois quand on est super fatigué, puis qu'on se dit, OK, ben justement, genre, il m'en reste juste un petit peu, je vais arriver à mon milestone, puis après ça, je m'offre une semaine de congé à Cuba, je m'en vais au spa, tu sais, je veux dire, je travaille pas pendant 48 heures, peu importe c'est quoi votre récompense, mais de suivre cette production-là avec des moments, des tapes dans le dos, dans le fond, c'est super, super, super important pour se garder motivé et productif. Enfin, l'autre chose aussi avec la planification annuelle à laquelle on ne pense pas nécessairement, c'est de mettre les gens de notre bord aussi. Tu sais, surtout les gens qui ont quelque chose, qui sont très près de nous en termes d'objectifs dans notre vie. Puis là, je parle de...
notre système de support. Puis là, ça peut être nos amis, notre famille, notre conjoint, nos enfants. Puis peu importe l'objectif qu'on se donne, ça peut être justement encore là un objectif de remise en forme, par exemple. C'est important d'avoir sa famille et sa famille, au moins sa famille proche, là, ses conjoints, puis même sa famille éloignée, parce que dans le fond, si on veut se remettre en forme, puis on veut... Un de nos objectifs, c'est d'améliorer notre alimentation, puis que tu vas tout le temps chez ta belle-mère, puis elle te sert tout le temps du gâteau, puis que tu veux pas tout le temps dire non, tu sais, juste lui dire comme « By the way, voici ce que je veux atteindre cette année, et pour ça, moi, j'ai décidé que je ne mangeais pas de sucre ever, plus jamais, ou je sais pas, moi, les jours de semaine. » Et comme ça, en mettant les gens de notre bord pour nos objectifs, on se facilite la vie aussi, puis on se garde une porte ouverte pour aller chercher de l'aide et de l'encouragement quand c'est peut-être un petit peu plus difficile. Même chose avec notre business. Moi, c'est sûr que, étant donné que j'ai mon entreprise à temps partiel, je suis à temps plein à la maison en ce moment avec ma fille, j'ai aussi des mandats de consultation. Je dois mettre beaucoup de gens de mon côté, donc mes beaux-parents, mes parents, mon conjoint, pour qu'on puisse arranger, dans le fond, nos horaires pour que j'aie des moments où je peux travailler. Donc, de cette façon-là, je suis un petit peu dépendante d'eux, j'ai vraiment besoin d'eux pour atteindre mes objectifs, ça devient vraiment un travail d'équipe. Et je pourrais pas justement leur faire une planification annuelle puis pas penser à ça dedans en me disant, tu sais, si par exemple je suis dans une période de lancement, il faudrait que j'en parle à mon conjoint, tu sais, tant de temps d'avance pour qu'on se prépare, pour qu'il sache que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour me préparer, qu'il va y avoir des niveaux de stress peut-être un peu plus élevés. Et ça fait partie justement d'une bonne planification. Les outils que j'utilise pour ma planification annuelle, je vous ai parlé un peu du Full Focus Planner, je vais mettre le lien aussi dans les show notes pour que vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air. Puis by the way, moi je suis très 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 difficile avec les planners. J'aime pas ça, les planners tout froufrou avec des écritures à la main. Souvent, j'haïs les fonts que les gens utilisent sur leur planner, je les trouve quétaines. Tu sais, des fois, je trouve que c'est juste quétaine. Mais le Full Focus Planner, je l'aime parce qu'il est complètement, couleur unie. Ça a vraiment l'air d'un... Je sais pas si vous connaissez les Moleskine, les cahiers Moleskine. Ça a l'air d'un cahier de même. À l'intérieur, tu sais, c'est straight to the point. Bref. Je veux pas faire la vente du Full Focus Planner, là. J'ai pas de lien d'affiliation ou rien. C'est juste que j'ai super hâte, de comme l'utiliser. C'est juste, il est un petit peu cher, mais bon. Donc, les outils, j'utilise ça. J'utilise mon cahier où je vous dis, comme je fais ma planif annuelle, ça, c'est vraiment juste un cahier. C'est quand même un grand cahier, là. Je sais pas s'il est comme 9 par 11 pouces, mais un grand cahier où je peux vraiment dessiner puis changer les choses, faire des grandes pages. J'ai aussi... Tu sais, il y en a qui ont aussi des calendriers muraux, là, les espèces de les trucs que tu peux, enlever les pages au fur et à mesure, puis c'est super huge, puis tu le mets sur ton mur, puis c'est beau. Puis l'autre chose que j'utilise en lien avec ça aussi, j'ai mon Full Focus Planner pour le day-to-day, puis les hebdomadaires, puis le trimestriel. C'est mon Asana, qui est mon application web. J'utilise la version gratuite, j'ai vraiment pas besoin de plus que ça pour le moment. Mais ce qui est le fun avec mon Asana, c'est que, une fois que les projets sont datés, je sais quand est-ce que je les mets, ensuite, je peux les rentrer dans mon Asana, puis diviser les tâches, vraiment écrire, c'est quoi les petites mini-tâches que je dois faire avec des deadlines. Mais mon Asana, c'est vraiment pour tout ce que je dois déléguer à mon adjointe virtuelle. Et vous pouvez inviter d'autres gens sur votre équipe aussi. Par exemple, vous travaillez avec une graphiste ou des choses comme ça. Vous pouvez partager votre Asana pour vous assurer que, la progression des projets continue à un rythme qui vous satisfait. Voilà pour la planification annuelle. C'est un exercice quand même intense. Ah oui, puis je trouvais ça intéressant parce que, c'est beau de planifier puis tout ça, mais il y a une étape, puis c'est Amy Porterfield qui en avait parlé lors d'un workshop que j'avais écouté d'elle. Il y a une étape à la fin de la planification où est-ce que tu regardes ton calendrier puis tu te demandes, est-ce que ça fait du sens? Comment je me sens par rapport à tout ce que je me suis mis, que je veux atteindre comme type d'objectif? Est-ce que ça me stresse? Est-ce que je commence à hyperventiler? Est-ce que je suis zen avec ça? Fait que vraiment écouter, c'est quoi que nos tripes nous disent, c'est quoi que notre intuition nous dit par rapport à cette charge de travail-là.
puis d'y aller comme ça pour justement commencer l'année sur un bon pied où est-ce que on se sent en contrôle de ce qui va se passer. Puis bon, on n'est jamais en contrôle de ce qui va se passer, mais au moins on se sent en contrôle, puis on se sent pas qu'on est dépassé par les événements avant même de pouvoir les commencer, parce que Dieu seul sait qu'il va y en avoir des imprévus, puis qu'il faut avoir planifié l'espace pour gérer ces imprévus-là à travers l'année. Bref. Discussion de l'intuition nous mène aussi un petit peu à le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, qui est l'exercice de manifestation ou de, verbalisation de nos intentions, si on veut le dire comme ça, qui est super à la mode depuis un certain temps, où est-ce que c'est une idée de manifeste à l'univers ce que tu veux qui arrive. Bon, je veux pas rentrer là-dedans parce que je suis trop pas une experte, tu sais, comme loi de l'attraction, vous pouvez naturellement lire à propos de ça partout sur Internet ou demander à des gens qui le font. Mais s'il y a une chose à laquelle je crois, c'est que quand on donne un travail à notre cerveau, il va continuer à essayer de trouver la solution ou la réponse tant qu'on lui donne pas l'ordre d'arrêter. Comment j'explique ça? En fait, c'est que notre cerveau, dans le fond, il fonctionne aussi à un niveau subconscient. C'est pour ça que des fois, on s'en va se coucher, puis on pensait à un problème, puis là, le lendemain, soudainement, la solution s'avère super claire. Parce que notre cerveau, pendant notre sommeil, a continué à travailler parce qu'il était comme « OK, il y a quelque chose qui est incomplet, il faut que je trouve une solution à ça. » Souvent, moi, j'ai réalisé ça quand j'écrivais. Il y a une période d'incubation quand j'écrivais à l'université. Tu sais, souvent, je faisais ma recherche, j'allais chercher tous les faits, j'avais une idée à peu près de sur quoi je voulais parler, mais dans ma période de création, il y avait toujours une semaine à peu près où je ne touchais pas à aucun des éléments que j'avais utilisés, aucun des livres, je lisais plus, j'arrêtais. Je faisais juste attendre que mon cerveau, dans le fond, il compute, il comprenne c'est quoi que je suis en train d'essayer de faire, puis qu'il me donne, dans le fond, c'est quoi la structure de mon texte, ça va être quoi la réponse. Bref, tout ça pour dire que c'est... nommer ses intentions, c'est un petit peu ça pour moi, de donner à son cerveau des ordres qui sont pas prioritaires. Tu sais, on a le temps d'attendre, on est patiente. C'est pas une job qu'on doit trouver la réponse demain, mais il faut s'assurer qu'on n'est pas dans la négation où est-ce qu'on dit non, ça se peut pas, je trouverai jamais la réponse, puis qu'on laisse le cerveau faire son travail. Donc, nommer ses intentions aussi, ça rend le tout beaucoup plus réel. Puis souvent, les gens, ils vont dire, bon, manifeste ce que tu veux de la façon la plus claire possible. Tu sais, comme je veux vivre dans une maison sur telle rue qui va avoir 2 étages, qui va dadadi dadada. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, ben c'est fou comment, genre, éventuellement, on a trouvé exactement ce qui avait été manifesté. Là, je vous donne ma petite anecdote rapide. L'année passée, j'avais un planner aussi, en fait, en 2017 et 2018. Et... je me rappelle plus trop du nom de ce planner-là, mais j'avais fait l'exercice où est-ce que je listais justement ces choses que je voulais atteindre dans l'année. Puis il y en avait un qui était central, dans un cercle au milieu, et c'est très récent que j'ai trouvé... J'avais oublié que j'avais ce planner-là, je l'ai jamais utilisé de l'année. Puis l'autre fois, en faisant le ménage, je l'ai ouvert, puis j'ai regardé c'était quoi mon intention pour l'année 2019, et dans le cercle, en gros, dans le milieu, il y avait « tomber enceinte ». J'avais oublié que j'avais écrit ça au début de l'année. Bon, je vous ai jamais raconté l'histoire de comment je tombais enceinte, de ma grossesse, dans le fond. Techniquement, on m'avait dit que j'allais vraiment attendre longtemps avant de tomber enceinte, que ça allait être long, que j'allais devoir être patiente, bref, que j'allais devoir peut-être passer par la clinique de fertilité, des choses comme ça. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, ça veut dire que je m'étais donné ça en background, qui a été par-dessus tous mes autres objectifs que j'aurais pu me donner par la suite, et ça s'est réalisé. Fait que, bon, c'est peut-être juste un hasard, mais moi, je considère que nommer ses intentions comme ça ou manifester, ça a quand même sa place dans nos planifications pour l'année. Et de juste les nommer, justement, ben c'est quelque chose qui nous permet d'être un petit peu plus proche, un petit peu plus réalisé, tout devient un petit peu plus réel. Alors voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous faites pour planifier votre année. Est-ce que vous êtes structuré? Est-ce que vous êtes plus intuitif? Est-ce que c'est un mélange des deux?
Est-ce que vous aimez ça, aller dans le détail? Là, j'ai même pas parlé de mon calendrier de contenu qui est planifié exactement en lien avec ma planif annuelle. Peut-être pour un autre épisode s'il y a intérêt. Mais commentez en bas du podcast pour me dire, dans le fond, c'est quoi, vos planners préférés, comment vous approchez la chose, est-ce que ça vous remplit de stress, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime les résolutions, bref. Je vous souhaite sur ce une excellente fin d'année 2019 et j'ai très hâte de vous retrouver en 2020 parce que, tout le monde attend ce tournant avec beaucoup d'excitation, beaucoup de joie et je pense que toutes les opportunités sont ouvertes à nous. On ne sait pas ce qui va nous attendre de l'autre côté du 31 décembre. Alors, je vous souhaite un super beau passage et j'ai très hâte, dans le fond, de partager vos succès à venir à travers l'année qui s'en vient. Si vous avez envie d'être généreuse, allez me donner un 5 étoiles sur iTunes, Spotify, je sais pas comment ça fonctionne sur Spotify, Google Podcast, peu importe où est-ce que vous écoutez votre podcast. Écrivez-moi si ça vous tente. J'ai un super line-up pour l'année prochaine et on commence dès les premières lueurs de 2020 avec du contenu tout aussi intéressant et pertinent. Alors, à très bientôt et mes meilleurs vœux. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!